Bonjour à tous. Dans cet épisode, je vous propose que l'on s'intéresse aux herbiers. Dans un premier temps, on verra quelle est l'histoire des herbiers au cours du temps. Et dans un deuxième temps, on verra comment on confectionne un herbier et ce dont vous allez avoir besoin pour pouvoir confectionner vos herbiers et quelles sont les procédures à suivre lorsque l'on va faire un herbier. Donc, qu'est-ce qu'un herbier? Un herbier, tout d'abord, la définition, c'est une collection de plantes séchées qui sont pressées et qui vont être conservées et qui vont être utilisées. Ces collections vont être utilisées dans un but scientifique afin de faire de la taxonomie ou afin de faire des catalogues de plantes ou de tenir compte, de rendre compte de la géographie d'une région, de la biogéographie d'une région, quelles sont les plantes en place ou ce genre de choses. Donc c'est dans un but scientifique qu'un herbier est développé et mis en place. Donc la mise en place des premiers herbiers se commence réellement au XVIe siècle en Italie. Donc le XVIe siècle en Italie est un moment phare dans le développement de la discipline qu'est la botanique, car c'est vraiment à ce moment-là où elle va s'individualiser de la médecine. Au Moyen Âge, médecine et botanique sont intimement liées, car les plantes étudiées par les médecins sont des plantes médicinales. D'ailleurs, ces plantes médicinales vont être cultivées dans des jardins spéciaux, que l'on va appeler des jardins de simples ou des simples, qui sont associés aux facultés de médecine de l'époque. Les choses vont changer au XVIe siècle en Italie, notamment avec un personnage qui est très important qui s'appelle Luca Ghini, donc qui était médecin, naturaliste et botaniste à Bologne. Et c'est lui le premier à mettre en place les principes directeurs de la constitution d'un herbier, c'est-à-dire presser des plantes pour les conserver et les faire sécher et les coller par la suite sur des feuilles de papier qui vont servir à faire des collections. Donc ce Luca Ghini, malheureusement, on n'a pas trop d'écrit de lui, et puis il n'y a aucun herbier qui va rester de lui. C'est-à-dire même si à partir des années 1520, quelque chose comme ça, il commence à faire des herbiers, il devient professeur en 1528, donc, il n'y a aucun herbier qui va nous parvenir à ce jour. Cependant, c'est vraiment ses élèves à Luca Ghini qui, eux, vont fabriquer des herbiers qui vont être conservés et que l'on peut toujours, à l'heure actuelle, consulter. Luca Ghini va aussi fonder le premier jardin botanique à Pise en 1544, donc le premier jardin botanique moderne, c'est-à-dire qu'il ne sera pas simplement un jardin des justes avec des plantes médicinales, mais avec des plantes de différentes origines. Suivront ensuite les jardins botaniques de Padoue en 1545, et puis le jardin botanique de Bologne en 1568, qui a été mis en place par Ulysse Aldrovandi. Le plus ancien herbier encore existant à nos jours est l'herbier de Rome, qui s'appelle en latin Herborio Cibo. Donc Cibo, car la paternité de cet herbier fut attribuée à Gerardo Cibo, qui était un noble de l'époque et qui était aussi peintre, donc qui a fait un certain nombre de tableaux de paysages et qui a aussi énormément peint de planches d'herbier, c'est-à-dire des photos, pas des photos, des peintures de plantes. Alors même si cet herbier de Rome est attribué à Cibo, maintenant c'est quelque chose qui est assez discuté. Il y a tout un débat autour de ça, et puis il y a un certain nombre de travaux, d'enquêtes réellement que je pourrais vous transmettre sur le sujet. La paternité de cet herbier serait finalement attribuée à Francesco Petrolini, qui lui est un botaniste aussi du XVIe siècle, élève de Luca Ghini, et ce serait lui qui aurait commandé la fabrication, ou qui aurait fourni les plantes pour l'herbier de Rome. Et en même temps, il aurait aussi commandé la fabrication de notre herbier qui s'appelle L. Tibi. Donc cet herbier N. Tibi est daté à 1558, quelque chose comme ça. Donc il est un peu plus récent que celui de Rome, qui n'a pas réellement de date. Mais il a une histoire intéressante. C'est un herbier donc, qui aurait été commandé par Francesco Petrolini et qui aurait par la suite voyagé. Donc il serait d'abord allé à Prague, puis ensuite il se serait retrouvé dans des collections à Stockholm,
pour finalement se retrouver à Londres, et puis aux alentours de 1670, c'est un herbier qui va finir en Hollande, à Leyde, et qui va être conservé là-bas jusqu'à nos jours. Donc c'est un herbier très bien conservé, de belle facture, avec 500 planches. À l'époque, c'était des objets assez luxueux que seuls des gens riches pouvaient confectionner et faire fabriquer, parce que le papier coûtait cher et la fabrication de tels objets scientifiques était assez dispendieux. Et le titre de cet herbier est notamment intéressant parce que la traduction du latin, c'est « Voici pour vous un jardin souriant de fleurs éternelles ». Donc on ne sait pas très bien à qui était adressé cet herbier, mais on peut imaginer que c'était pour séduire quelqu'un. Donc ça aurait pu être un cadeau, ou alors, et où c'est bien sûr dans la veine du travail de botanique de l'époque, donc ça a servi à cataloguer les plantes et à faire de la taxonomie. En parlant de taxonomie, un des élèves de Luca Guini, qui est Ulysse Aldrovandi, va être aussi un des premiers à utiliser la nomenclature binomiale. Donc je vous disais dans une précédente vidéo que la nomenclature binomiale avait vraiment été étendue à l'ensemble du règne du vivant et faite de manière systématique par Carl von Linné aux alentours de 1750. Mais dès le XVIe siècle en Italie, certains auteurs utilisent la nomenclature binomiale, et c'est le cas d'Ulysse Aldrovandi. Donc Ulysse Aldrovandi, le nom vous dit certainement quelque chose, c'est le premier en 1603 à écrire le terme géologie dans son sens moderne, ou à définir le terme géologie dans son sens moderne. Il était aussi naturaliste, et à partir de 1550, 1551, il va mettre en place un herbier dans la veine des enseignements qu'il avait reçus de Luca Guini. Cet herbier est conservé à Bologne et il contient 9000 espèces différentes. Donc cet Ulysse Aldrovandi est connu pour avoir énormément classifié de plantes, classifié des animaux. Il est aussi très reconnu pour son travail sur les fossiles. Ça a été un des premiers à faire des observations de foraminifères par exemple, donc des observations très précises avec des loupes et des forts grossissements, et ça c'est avant le travail de Galilée sur la lunette, donc même avant Galilée il avait déjà développé des outils pour faire de la géologie, et donc il est reconnu pour les aspects de systématique qu'il va mettre en place dans ses collections. Et cette systématique dans les collections va passer par l'utilisation de spécimens types. Donc il va faire des herbiers pour mettre en banque de collection des spécimens types de chaque espèce. Donc pour pouvoir bien définir les espèces et pour que tout le monde se réfère ensuite à la même espèce. Il faut voir qu'au Moyen-Âge, les noms d'espèces, c'était pas très précis, et puis les descriptions d'espèces aussi étaient un peu inégales. Donc à partir du XVIe en Italie, Ulysse Aldrovandi et puis les autres botanistes qui ont suivi les enseignements de Luca Guini et qui sont apparus par la suite vont mettre en place des méthodes scientifiques rigoureuses pour l'étude de la botanique. Cette méthode scientifique rigoureuse, c'est quelque chose qui se retrouve dans les travaux d'Ulysse Aldrovandi, notamment quand il étudie des fossiles en haut des montagnes. La thèse en vogue à l'époque, c'était la thèse du déluge biblique, c'est-à-dire vous avez le déluge biblique, l'arche de Noé, etc. Et donc ces vagues et ce déluge, ces vagues diluviennes vont emporter des fossiles, vont emporter des animaux marins et puis les transporter au sommet des montagnes. Léonard de Vinci et puis plus tard Ulysse Aldrovandi ne vont pas croire à la thèse diluvienne, mais vont poser les bases de ce qui deviendra plus tard, bien des siècles plus tard, la tectonique des plaques, c'est-à-dire comprendre pourquoi on retrouve des fossiles d'origine marine à plusieurs milliers de mètres d'altitude dans les Alpes. Et va découler de ces travaux aussi des travaux sur les principes de fossilisation. Donc Ulysse Aldrovandi va aussi travailler là-dessus et va émettre un certain nombre de principes pour les fossiles. Donc c'est un travail assez rigoureux d'Ulysse Aldrovandi, il y a pas mal d'écrits, et puis il y a ces herbiers bien sûr qui sont encore existants. À peu près à la même période, en 1552,
vous avez un Suisse qui s'appelle Félix Plater, qui va aussi mettre en place un herbier. Félix Plater, à cette époque-là, a 16 ans, et puis il est parti de sa Suisse natale pour aller à Montpellier, dans le sud de la France, pour suivre des études de médecine. Il voulait devenir médecin. Et c'est à Montpellier qu'il va suivre les enseignements de Guillaume Rondelet. Guillaume Rondelet était lui-même un élève de Lucas Guigny. Et donc c'est à Montpellier qu'il va commencer à faire son herbier. L'herbier de Félix Plater comprend 1800 espèces. Donc il met cet herbier en place à Bâle, en Suisse, à son retour dans les années 1557. Et cet herbier est conservé et il y a un certain nombre de planches qui existent encore et de spécimens qui existent encore. Et Montpellier va être en France une ville très importante pour le développement de la botanique, notamment par Guillaume Rondelet qui va avoir un certain nombre d'élèves. En effet, un botaniste qui s'appelle Richer de Belleval, botaniste de Montpellier, médecin également, va fonder sur ordre du roi Henri IV le jardin botanique de Montpellier en 1593, et c'est donc le plus vieux jardin botanique en France. Donc je vous le disais, les jardins botaniques et les herbiers sont des choses qui vont de pair, donc c'est des choses qui sont indissociables. À l'époque, vous avez énormément d'exploration, et il y a un certain nombre de plantes qui ne peuvent pas être conservées vivantes dans les jardins botaniques, et c'est pour ça qu'on va les conserver pressées dans les herbiers. Si on quitte le XVIe, on arrive au XVIIe siècle. En France, Louis XIII est roi de France, et puis en 1626, il va ordonner la création d'un jardin royal des plantes à Paris. Et ce jardin va donc devenir le premier jardin de la capitale à Paris, pour devenir plus tard, après la Révolution, en 1793, le Muséum national d'histoire naturelle. Donc l'herbier du Muséum d'histoire naturelle va être enrichi par les collections de nombreux scientifiques de l'époque. On pense à Jussieu, on pense à Lamarck, on pense aussi à Alexander von Humboldt. Son herbier se retrouve au Muséum d'histoire naturelle à Paris. Von Humboldt est le fondateur de la géographie moderne. Et donc en 1800, au début 1800, vous avez à peu près 25 000 spécimens différents dans cet herbier du Muséum d'histoire naturelle. À l'heure actuelle, en 2 siècles, le nombre a été multiplié, car à l'heure actuelle, il y a à peu près 10 millions de spécimens différents dans cet herbier. À Montpellier, l'herbier compte actuellement 3 millions de planches d'herbier différentes. Il faut voir que ça représente à peu près 5 km de rayonnage. Donc c'est des collections qui sont très importantes. Sur la planète, vous avez des herbiers qui sont importants dans toutes les grandes villes universitaires, notamment à Londres, à Paris, à New York. Au Québec, on a plusieurs herbiers qui sont importants. Au Québec, le travail fondateur vient du frère Marie-Victorin, qui en 1531 va fonder le jardin botanique de Montréal, et il va aussi avoir un herbier, va mettre en place un herbier. À l'heure actuelle, l'herbier Marie-Victorin à Montréal comporte plus de 600 000 espèces différentes. Vous avez aussi un autre herbier important au Canada qui est à Ottawa, au musée de la nature, mais aussi vous avez l'herbier Louis-Marie à Québec. Donc toutes les grandes villes universitaires vont se doter d'un herbier, et les herbiers vont être utilisés depuis le XVIe siècle en Italie, où ils prennent naissance, jusqu'à nos jours. Les herbiers sont un outil scientifique pour les botanistes qui va permettre de classifier les plantes. À l'heure actuelle, par exemple, si vous voulez définir une nouvelle espèce, eh bien, il faut que cette nouvelle espèce soit dans un herbier quelque part et soit conservée dans un herbier sous forme de type. Un peu ce qu'avait mis en place finalement Ulysse Aldrovandi dès les années 1550. Alors, comment faire un herbier? La première étape dans la fabrication d'un herbier, eh bien, c'est d'identifier de manière certaine une plante.
Donc la première chose à faire quand vous allez faire des herbiers, votre herbier, c'est de pouvoir bien identifier les plantes. Il y a un certain nombre d'outils, dont les flores dont je vous ai déjà parlé pour pouvoir faire des identifications, mais il y a un certain nombre aussi de sites internet. Et puis de toute façon, dans les prochaines vidéos et tout au long du cours, eh bien, on va voir de plus en plus comment déterminer les espèces et quelles sont les espèces importantes à reconnaître dans la forêt laurentienne. Bien sûr, il ne faut pas, quand vous récoltez une espèce pour la mettre en herbier, il faut bien l'identifier et il ne faut pas récolter des espèces qui seraient menacées et il ne faut pas récolter des plantes qui seraient isolées ou qui seraient en très petit nombre pour ne pas menacer des populations actuelles ou des populations qui seraient à risque. Pour prélever une plante dans la nature, un spécimen pour vos herbiers, le matériel n'est pas très important. Vous pouvez prendre un couteau pour essayer de déterrer les plantes ou un petit plantoir, quelque chose comme ça. Et puis on va essayer de prélever la plante dans son entièreté avec au moins une partie de la racine. Donc comme je vous disais, la première étape c'est de bien identifier la plante. Donc ici, le sous-bois que vous avez ici, la petite fleur blanche que vous avez, c'est le Maianthème du Canada. Donc là, l'identification, je l'ai faite grâce à une fleur ou parce que je connais la plante. Et on va essayer de prélever donc une partie de la racine de la plante pour l'herbier. Voilà. Donc pour obtenir un spécimen assez complet comme ceci. Donc la plante que vous avez ici est le Maianthème du Canada. Donc vous voyez, j'ai une partie de la racine, j'ai les feuilles et puis j'ai l'inflorescence. Donc en ce moment, elle est en floraison, donc ce qui est intéressant. On va se munir de deux morceaux de carton. Ici, c'est deux morceaux de carton simples qui contiennent des feuilles de papier journal ou ici, en l'occurrence, des feuilles A4 tout simplement. Et puis, je vais placer mon spécimen comme ceci et je vais pouvoir prendre un certain nombre d'annotations. Donc aujourd'hui, on est le 18 juin par exemple. Je vais également marquer le nom de la plante, Maianthemum canadensis. Et puis aujourd'hui, on est à la station de biologie des Laurentides, donc je vais marquer le lieu SBL. Donc voilà, je vais disposer ma plante ici sur ma feuille, et puis je vais prendre mon autre carton pour venir la presser et pour qu'elle sèche de manière pressée. Une fois arrivé chez moi, je vais tout simplement mettre des livres au-dessus pour pouvoir la presser bien à plat. Un autre outil utile, un petit carnet de terrain. Donc dans ce petit carnet de terrain, je vais tout simplement noter d'autres informations pertinentes, comme le type de milieu. Ici, on est dans une érablière. Bien sûr, je vais répéter l'observation que j'ai bien prélevée du Maianthème du Canada, la date, etc., etc. Donc voilà, un petit carnet de terrain qui va vous permettre de prendre des informations associées à vos récoltes d'herbier. Donc une fois que vous avez pressé votre espèce et qu'elle est sèche, eh bien, on va y associer toujours une étiquette à ce spécimen. Et sur cette étiquette, vous allez avoir un certain nombre d'indications. Donc la première indication, ça va être le nom d'espèce, le nom du genre et le nom d'espèce, le nom de l'autorité scientifique qui a décrit le taxon. Vous allez aussi avoir la personne qui a fait l'identification, si c'est vous, et la personne qui a fait l'échantillonnage, le lieu de l'échantillonnage, des caractéristiques sur le milieu dans lequel la plante a été découverte. Ensuite, votre spécimen, vous allez le mettre sur une feuille de papier et il va être collé avec du papier gomme. Donc rien de bien compliqué en termes de montage, il faut juste s'assurer que le spécimen rentre sur votre planche. Donc des fois c'est utile de le découper ou de le mettre en deux parties si vous avez une plante qui est trop grande. Aussi un détail important, les planches d'herbier, les feuilles avec les feuilles d'herbier sont indépendantes entre elles. Donc les premiers herbiers du XVIe siècle étaient des livres, des sortes de livres reliés, mais à partir de Carl von Linné, c'est vraiment Carl von Linné qui met ça en place en 1750, les planches d'herbier vont être indépendantes les unes des autres, et ça va faciliter bien sûr la classification. Donc ça va permettre de réorganiser les familles entre elles et de pouvoir sortir des espèces d'une famille pour aller les placer dans une autre famille quand les collections vont devenir de plus en plus importantes. Donc un herbier n'est jamais relié,
et les planches sont conservées entre elles, tout simplement superposées. Donc voilà un peu l'histoire des herbiers, voilà quelques éléments sur comment fabriquer un herbier, comment confectionner un herbier, quels sont les éléments importants à prendre en considération. Je vais vous mettre dans la description de la vidéo un certain nombre de ressources qui traitent des herbiers, notamment le site de Tela Botanica qui est bien fait, ou le site des herbiers au Québec. Donc vous allez retrouver d'autres informations, notamment des templates pour faire des étiquettes et ce genre de choses. Voilà, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine. Je vais essayer de vous faire une vidéo sur le jardin botanique de Montréal. Donc, je vais essayer d'aller tourner et de vous montrer les principaux genres des espèces de sous-bois de la forêt laurentienne. Donc toutes des espèces que vous devriez rencontrer dans les parcs des parcs de l'île de Montréal. Voilà, portez-vous bien, à bientôt.